Nous passons à notre première table ronde qui a pour thème, pendant la crise, des régions au plus près des acteurs des territoires. Participent à cette table ronde Monsieur Jean Rotner, vous êtes président de la région Grand Est, Monsieur François Barouin, vous êtes président de l'Association des maires de France, Monsieur Patrick Martin, vous êtes président délégué du MEDEF, et Mademoiselle Océane Rangeva, vous êtes étudiante de Master 1 en management du sport à Toulouse et présidente de l'AGEMP. L'AGEMP, c'est l'Association générale étudiante de Midi-Pyrénées. Peut-être nous dire, Océane Rangeva, nous expliquer ce que concrètement l'AGEMP, qui d'ailleurs est plus une fédération, vous allez nous en dire quelques mots, a pu faire, quelles actions elle a pu mener grâce à la région Occitanie durant cette crise Covid. Alors, oui. Bonjour à tous, merci pour la présentation. Alors, je voulais juste revenir sur les mots que monsieur le maire disait tout à l'heure. La France des procédures en train de détruire la France de projets. C'est justement ce qui illustre un peu l'action de notre fédération au niveau de l'Académie de Toulouse, parce que je suis toulousaine, née à Montpellier, mais c'est aussi l'action de toutes les fédérations dans l'ensemble de la France qui appartiennent à notre réseau. En fait, l'AGEM, ça va être la fédération des associations étudiantes de l'ensemble de l'Académie de Toulouse, et on va œuvrer ensemble à améliorer les conditions de vie des étudiants sous toutes leurs formes, au niveau académique et au niveau social. Pendant la crise sanitaire, c'est vrai qu'on a essayé de mettre en place pas mal de dispositifs et d'aides de solidarité pour les étudiants pour répondre aux différentes problématiques qu'on a pu détecter avec notre réseau. Ça a été la mise en place d'un dispositif qui s'appelait Confinagem, qui répondait à 3 grandes problématiques. Ça a été la santé mentale avec la mise en place d'une hotline où notre réseau d'étudiants, d'élus étudiants et d'associatifs étudiants ont pu répondre aux étudiants qui en avaient besoin pour les orienter pour les aides sociales, pour les accompagner, mais que ce soit pour trouver des pairs avec qui discuter, avec qui partager la détresse qu'ils ont pendant le confinement. On a mis en place des distributions alimentaires hebdomadaires aussi sur le territoire qui ont été accompagnées par la région, et pour ça on vous en remercie. Qui ont commencé en novembre et qui ont fini en juin dernier avec à peu près 500 étudiants par semaine qui ont bénéficié de ces paniers alimentaires en partenariat avec la Banque alimentaire. On a mis en place aussi, en partenariat avec Orange, des dispositifs pour lutter contre la précarité numérique. On distribue des cartes 4G en partenariat avec la FAGE, qui est notre fédération nationale. Pour la précarité menstruelle également, on a réussi à mettre en place, et pareil, je sais que la région soutient pas mal ces dispositifs de lutte contre la précarité menstruelle. On a eu, pour parler de la région, on a eu des rendez-vous, alors pas mal pour parler de précarité, pour parler des dispositifs à mettre en place pour accompagner les étudiants. D'ailleurs, on salue la région pour l'ouverture des dialogues qu'on a pu avoir avec les corps intermédiaires étudiants. J'ai fait une grosse liste de ce que la région a mis en place, parce que c'est vrai que c'est pas mal, et puis on voit qu'elle est quand même assez dynamique en ce moment, que ce soit sur la visibilité. On a une région qui est assez active et qui commence à se saisir des réseaux sociaux, qui commence à se saisir des différentes parties de la vie qui touchent les jeunes et qui touchent les étudiants. On a notamment l'ouverture des jobs étudiants, l'appui en rendez-vous avec la région. On leur a expliqué la précarité étudiante, on leur a expliqué par rapport à la perte des stages, la perte des alternances et l'insécurité des étudiants sur leur insertion professionnelle. On leur avait proposé de pourquoi pas faire un appel au monde économique avec qui ils travaillent pour réussir à intégrer un peu plus d'étudiants. Et on s'est retrouvé avec cet été des ouvertures de postes. On a eu le vaccinodrome de Toulouse aussi qui a embauché près de 3000 étudiants, et pour ça on les salue énormément. On a eu des jobs de saison aussi qui ont été ouverts, et je sais que la région a ouvert pas mal de jobs pour les étudiants sur le territoire. Donc ça a été déjà une première réponse positive de la part. Il y a eu des kits pour la précarité menstruelle aussi, pareil, qui ont été distribués sur les différents campus. Oui. Un peu la parole à ces messieurs aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'action. Effectivement très riche. Vous, Jean Rotner, en région Grand Est, il y a également beaucoup d'actions qui ont été menées à l'égard des étudiants, mais également à l'égard du monde culturel, sportif. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Bien sûr, bonjour à toutes et tous. J'aimerais d'abord repartir du témoignage qui vient d'être donné, parce que au-delà du satisfecit vers Carole Delga et l'action qui a été réalisée en Occitanie, ça démontre là aussi que souvent on dit qu'il y a une forme de désamour entre les collectivités locales, l'action publique territoriale et la réalité. Bien, la preuve en est que nous avons su collectivement répondre. Les régions, les départements, les collectivités communales, nous avons su être au rendez-vous. Être au rendez-vous effectivement des étudiants, et Dieu sait que
beaucoup de régions OEJ. Vous me posez la question sur le Grand Est, mais au-delà de ça, je sais qu'en Bourgogne-Franche-Comté, il y a eu des aides vis-à-vis du Crous. En Ile-de-France, il y a eu des aides là aussi pour soutenir les associations d'étudiants. Beaucoup de régions, en Nouvelle-Aquitaine, dans les Pays de Loire, se sont mobilisées pour permettre des mobilités souvent gratuites pour les étudiants dans ces moments délicats. Donc on a répondu à un moment précis, celui de la crise, avec ce que l'on décrivait tout à l'heure par rapport aux normes, une forme d'inventivité, de réactivité, de capacité d'imaginer des solutions dans ce qu'on appelle du shortcut. C'est-à-dire qu'on s'est défait finalement des contraintes habituelles pour permettre une continuité de la vie quotidienne, celle des étudiants, celle du monde sportif, du monde associatif, du monde culturel. Surtout ne pas interrompre ce qui avait été engagé et permettre des fonctionnements différents. Dans le monde de la culture, par exemple, dans le Grand Est, nous avons maintenu et nous avons organisé toute une série de captations culturelles qui ont été diffusées pendant le confinement, mais qui continue aujourd'hui d'être un support de diffusion, un support artistique sur lesquels nos compagnies se reposent. C'est simplement comment est-ce que la vie habituelle peut continuer en crise, quelles ont été les méthodes. C'est simplement celle de l'intelligence collective, de la capacité de se défaire de la norme pour arriver quand même à produire un service public et un soutien quotidien à nos concitoyens. Je rebondis, vous parliez de ne pas interrompre. Patrick Martin, sur l'aspect purement économique, est-ce que vous diriez que de ce point de vue-là, la stratégie du quoi qu'il en coûte a bien fonctionné justement ? Elle a essentiellement bien fonctionné, on l'a salué d'ailleurs. Alors il y a quelques effets d'aubaine ici ou là, mais face à la gravité, à l'urgence de la situation, nous-mêmes nous avions été très moteurs pour que des dispositifs les plus larges, les plus généreux et les plus rapides possibles soient mis en place. On est essentiellement sorti de cette période de la même manière que nous étions très demandeurs de ces mesures de soutien qui au final ont permis de préserver l'outil de production et l'emploi, là où certains... Les oiseaux de malheur annonçaient le mur des faillites et 1 million de chômeurs en plus, ça ne s'est pas produit. D'ailleurs, nous, on n'y croyait pas de notre côté. Mais enfin, il est temps dorénavant de revenir à des dispositifs d'abord beaucoup moins coûteux et beaucoup plus ciblés parce que de fait, il y a encore non pas certains secteurs d'activité, mais certaines entreprises à l'intérieur de ces secteurs d'activité qui méritent d'être soutenues parce qu'elles n'ont pas démérité, mais elles sont objectivement dans des situations difficiles. Je pense par exemple à certains établissements hôteliers qui vivent très largement du tourisme international et singulièrement du tourisme transatlantique ou chinois, ne se remettront pas à niveau avant un certain temps. Idem pour certains segments de l'événementiel. Donc oui, ça a été bien fait, on a été très en soutien. Nos propres adhérents d'ailleurs ont été très actifs, je pense aux banques en particulier, qui en un temps record ont distribué près de 700 000 PGE. Donc je pense qu'il y a eu une mobilisation collective, y compris bien sûr de la part des collectivités locales, qu'on se doit de saluer. Sinon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et là où nous sommes aujourd'hui, c'est une situation qui est essentiellement convenable, même si sur certains nuages planent au-dessus de nos têtes. Justement, sur les collectivités locales, François Baroin, les communes, évidemment souvent en lien avec les régions, ont joué un rôle très actif durant cette crise. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je peux bien sûr vous en parler. Un petit mot au préalable. Je voudrais saluer Carole Delga, la remercier pour son accueil chaleureux et dire à tous les présidents de région qu'on est très heureux de se retrouver ensemble et saluer Michael Delfos, qui est un jeune maire de 13 mois, a-t-il dit. Et je trouve que c'est assez extraordinaire dans un mot d'accueil de toujours donner du sens et une compréhension de l'action que l'on veut porter à travers une équipe municipale. Et le maire de Montpellier a bien dit ce qu'il voulait faire aux côtés de la région et cette collaboration est importante. Pour revenir sur votre question, ce que nous avons fait au fond n'est que la traduction de la sincérité de l'engagement lorsque l'on exerce un mandat, qu'il soit régional, départemental ou local, confronté à une crise sans précédent, où il n'y avait pas de repère, et où d'un côté vous avez l'État qui a la responsabilité régalienne de la santé publique et de la protection donc de la santé des gens, et de l'autre le constat que la première partie de la crise, puisqu'il y avait 3 temps,
était une problématique de logistique. Il fallait protéger les gens. Bon, je passe sur les débats qu'il y a eu, le masque, pas le masque, etc. En tout cas, nous, ce que l'on a constaté, c'est que d'un côté, il y avait une logique de dire les gens malades iront à l'hôpital, ceux-là seront accueillis par des soignants qui seront protégés par des masques, et tout le reste, toute la médecine de ville, les sages-femmes, les infirmières, tous ceux qui, 90% des actes étant des actes de la médecine de ville, n'avaient pas de protection. Donc la première réaction, la première initiative, la première détermination dans le mouvement, ça a été de la part des élus, en lien avec les régions, en lien avec les départements, mais beaucoup les régions sur cette partie-là, a été de régler la problématique de la logistique. Et la logistique, une guerre de logistique, c'est le dernier kilomètre. Et le fait d'avoir confié en logique pure cette gestion de la crise au ministère de la Santé, qui est un ministère remarquable, qui est animé par des gens de qualité, mais c'est un producteur de normes, c'est un régulateur budgétaire, on est dans le cadre de l'ONDAM, il est hospitalo-centré, et c'est tout sauf un ministère de la logistique. Le ministère de la logistique dans le pays, c'est le ministère de l'Intérieur ou c'est la Défense. Et le Conseil national de la sécurité civile avait été éliminé quelques années plus tôt. Et donc nous, ce que nous avons fait, pour répondre précisément à votre question, on a mené la guerre de la logistique du dernier kilomètre. On n'aurait pas eu les régions qui n'avaient pas la plateforme d'action internationale pour avoir l'agilité et la vélocité de payer au cul du camion les masques qui manquaient. Nous n'aurions pas pu distribuer les masques au coin de la rue dans chacune de nos communes. Voilà une action concrète. Vous pouvez décliner ensuite sur les 3 temps, sur les tests ou sur les vaccinodromes. Nous avons mis à la disposition de l'État la logistique qui lui manquait un peu partout en France. Et nous avons demandé à nos agents territoriaux de dépasser leur poste pour être à la disposition de l'intérêt général, de la sauvegarde, au fond, de la cohésion de la nation et évidemment de la protection de la santé des Français, en lien avec l'État, dans une loyauté, d'une fidélité exemplaire, mais avec l'exigence de la responsabilité de ce rendez-vous qui a été un rendez-vous pour nous tous. Jean Rottner, Monsieur Baroin en parlait à l'instant de cette agilité. Il a également fallu faire preuve de créativité dans la région Grand Est au niveau plus économique. Vous avez notamment mis en place l'opération des cafés solidaires. Ça, c'est une marque d'agilité. Il y en a sans doute eu d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est une chose très simple puisque il y avait encore beaucoup d'inconnus à ce moment-là sur le soutien à la restauration. Et donc, c'était de faire une avance possible sur un café que l'on consommerait après, une fois la réouverture des établissements effectuée, et donc de le faire dans un geste de soutien par rapport à son café du coin. Ça fait partie de petites mesures symboliques, mais qui, à l'époque, étaient extrêmement importantes pour des pans entiers de l'économie qui se posaient beaucoup de questions. Nous sommes rentrés aussi très tôt dans une démarche de réflexion et de soutien économique. Je pense que dès le 15 mars, avec la préfète de région, nous avions décidé de créer notre propre plan de relance, de manière à être prêt le plus tôt possible et en phase avec le plan de relance national qui arrivait et le plan de relance européen qui devait suivre. Et en plein confinement, c'est plus de 800 acteurs économiques qui ont travaillé par visioconférence et préparé ce qu'on appelle le Business Act. Aujourd'hui, c'est 120 propositions, c'est 40 actions extrêmement concrètes. Et à l'heure où nous nous parlons, tous ces éléments-là ont été engagés et nous préparons d'ores et déjà notre deuxième Business Act qui se déroulera le 7 décembre et qui a pour objectif de se dire, bien, au milieu de la crise, nous avons pris un certain nombre de décisions et d'orientations. Est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue économique, il ne faut pas encore réorienter les choses parce que le monde bouge, les conditions ne sont plus les mêmes que celles d'il y a 18 mois, les matières premières, les difficultés pour retrouver des ressources humaines, tout cela conditionne aujourd'hui de nouvelles formes d'économie, de nouveaux réflexes. Eh bien, nous sommes en charge justement de la stratégie et de la structuration de cette réflexion au niveau de la région et nous le faisons avec l'État et surtout avec les partenaires économiques à nos côtés. Vous parlez de Business Act. Aujourd'hui, Patrick Martin, quel est l'état d'esprit vous avez parlé pendant la crise, mais l'état d'esprit aujourd'hui des entrepreneurs, des entreprises. Vous dites pour certains c'est encore un peu difficile, mais s'il fallait prendre une sorte de température, ce serait quoi ?
La température est basse. Une bonne température, elle est basse jusqu'à un certain point. Donc la température est bonne, je dirais. La température est bonne, hormis ce qui vient d'être rappelé par Jean Rottner et qu'on sait tous dorénavant, qui est un peu paradoxal. En définitive, on doit faire face non pas à une dépression, mais une surchauffe qui est mondiale, qui à certains égards est particulièrement marquée en France. Alors bien sûr, les difficultés d'approvisionnement, l'inflation forte sur certains produits qui, de mon point de vue, va se réguler dans les prochains mois, sauf pour les microprocesseurs, et ça n'est pas rien. Et puis bien sûr les tensions sur le marché de l'emploi qui sont mondiales, en tout cas dans tous les pays développés, qui sont probablement exacerbées par des interrogations que, à tort ou à raison, individuellement, beaucoup de salariés se sont posés parce qu'ils étaient en activité partielle, en télétravail, sur le sens de leur vie, sur leur engagement professionnel. Mais tensions qui prennent une acuité presque choquante en France. On peut comprendre qu'il y ait des tensions aux États-Unis, en Allemagne, dans certains autres pays de l'OCDE, où le taux de chômage est d'ores et déjà redescendu à 5, 4, voire 3,5%, alors même qu'en France, on est toujours sur un taux de chômage de 8%. Donc on a collectivement, et je pense que les régions en particulier doivent avoir un rôle accru en la matière, on a collectivement à retrousser nos manches, à ne pas avoir de tabou pour régler ces problèmes d'orientation, ces problèmes de formation, ces problèmes de gestion du chômage. Dit autrement, nous au MEDEF dorénavant, on est clairement décentralisateur, ça n'a pas toujours été le cas. On a pris des positions très claires dès après le débat dit Gilets jaunes dans ce sens, et singulièrement sur la régionalisation de Pôle emploi ou sur le rétablissement, je dirais, du rôle des régions en matière de formation professionnelle. Nous sommes très déterminés. Ça n'est pas contre l'État, ça n'est pas contre Pôle emploi, ça n'est pas contre le ministère du Travail, ça n'est pas contre l'éducation nationale, mais on a eu la démonstration à travers l'agilité et je dirais la complicité au sens le plus positif du terme entre le monde économique et les collectivités locales, singulièrement les régions dans cette phase critique de Gilets jaunes. Je parle de la phase sanitaire. On a eu la démonstration que quand même cette proximité était d'une manière extrêmement objective, un gage d'efficacité, un gage de rapidité, un gage de pragmatisme. Donc il faut certainement d'ailleurs aller vers plus de décentralisation dans notre pays sous un certain nombre de conditions. François Barouin, je vous voyais réagir pendant l'intervention de Partik Martin. Et puis, peut-être au-delà de votre réaction, vous avez parlé du dernier kilomètre tout à l'heure. Comment vous analysez ou vous percevez finalement la considération de l'État vis-à-vis des collectivités durant la période de crise ? Alors je réagissais aux propos du président Martin par rapport à l'évolution du MEDEF. C'est vrai qu'on peut le dire, historiquement, le MEDEF était dans une logique de discussion avec l'État et d'une vision globale, mais l'enracinement du MEDEF et son maillage territorial l'a amené à porter au niveau national des considérations qui n'étaient peut-être pas prioritaires pour lui par le passé. Et moi, je me réjouis en effet qu'une puissante organisation qui regroupe des chefs d'entreprise, c'est-à-dire des gens qui prennent des risques, qui le savent et qui les assument, et qui ont une compréhension justement de notre territoire, soit aux côtés des collectivités locales dans cette grande aspiration vers une ambition de nouvelle... En fait, c'est une nouvelle organisation des pouvoirs publics. Et donc, c'est une grande loi de liberté locale. La décentralisation, c'est un terme technique, ça ne parle pas aux gens. Ce que nous voulons et ce que nous portons avec les régions et les départements, c'est un constat d'évidence. Le constat que le statu quo n'est plus possible. C'est ça que ça veut dire. Le constat que le statu quo d'un État qui pense pouvoir répondre à tous les problèmes partout, en tout temps, tout lieu, toutes circonstances, alors qu'il est obèse à Paris et famélique dans pas mal de territoires, que vous regardez les dernières études de France Stratégie et que du nord de l'île jusqu'au sud de Bordeaux, vous avez eu un effacement complet des services publics de l'État qui ont été compensés par les collectivités locales, les communes, les intercos, les départements, les régions, et nous avons compensé. Et d'ailleurs, la crise, elle a mis en lumière justement le fait que l'État a fait tout ce qu'il a pu, personne ne le conteste. Mais nous avons fait tout ce qu'il n'a pas pu. Et c'est immense. Et c'est immense. Et donc c'est bien autour de ces sujets-là, de la santé, de la formation professionnelle, de l'emploi, du médico-social, et sur ce qui relève de la logique des services publics de proximité. Et les maires sont des producteurs de services publics de proximité, le sport, le logement, le loisir, la culture, le tourisme, tous ces sujets-là, l'État doit se réinventer. Et se réinventer, le meilleur moyen de se réinventer, c'est de faire confiance à celles et ceux qui ont fait la démonstration de leur efficacité publique. Et c'est ça ma réponse. C'est que, au fond, comment ils nous considèrent,
c'est un problème culturel. C'est pas un problème d'homme d'ailleurs. C'est même pas lié à ce pouvoir ou au précédent. C'est culturel. Depuis 1982, où il y a eu une compréhension à l'époque par un président socialiste, François Mitterrand, que justement, il a fallu des années et des années et des siècles pour que la France se construise autour d'un État centralisé, et que si l'on veut poursuivre le développement de la France, de notre pays, de notre République, il faut aller vers de la décentralisation. L'État n'en a plus les moyens, il est surendetté et nous avons cette capacité d'agir. Et donc il faut saisir à bras-le-corps ce dossier. Il y a un consensus local désormais sur ces sujets, il y a un problème culturel et donc il doit y avoir une avancée. Le débat présidentiel doit éclairer le chemin pour l'opinion publique sur cette problématique de la dominante culturelle. Et mettons de côté le cadre général des mois qui nous ont animés, parce qu'au fond on a vécu sous un état d'urgence sanitaire. Et la représentation nationale a retiré tout le cadre général de la liberté d'agilité et toute l'agilité, l'action publique de proximité portée par les régions, les départements, les communes, elles ont été faites, je dirais, en dehors du cadre réglementaire. Et si nous n'avions pas pris ces risques, si nous n'avions pas pris ces initiatives, et si nous étions restés strictement dans l'état d'urgence sanitaire, et Jean Rottner peut en parler, il a été un très grand président du Grand Est au moment de la crise, il l'est toujours d'ailleurs, mais la crise est un peu moins dynamique, là on est dans la reconstruction, eh bien il est à peu près certain que la situation aurait été bien pire. Donc pour répondre à votre question, comment il nous a considérés ? Plutôt comme des filiales et des agents au service d'un État qui, bien souvent, était impuissant pour régler les problématiques du quotidien et de la meilleure des protections. Et ça, c'est un problème culturel. Nous ne sommes pas des agents de l'État, nous ne sommes pas, comme au temps de Napoléon, à la main du gouvernement, comme ça se disait à l'époque. Nous sommes des élus, représentants de la nation, mandatés pour porter des projets. Faites-nous confiance. Et c'est ce pacte de confiance qui est le thème du Congrès des régions de France, qui doit être le fil conducteur et directeur de l'animation de la campagne présidentielle. Océane Rangeva, l'une des conséquences de la crise, on l'a vu aujourd'hui, c'est pour certains, et notamment pour des étudiants, une augmentation de la précarité et des problèmes également de santé mentale. Aujourd'hui, est-ce que ce sont effectivement des choses auxquelles vous êtes confrontés, vous avez été confrontés, et comment est-ce que vous parez à ces difficultés ? Alors, précarité, santé mentale, c'est vrai que c'est des problématiques qui sont mises en exergue par la crise sanitaire, mais qui existent depuis assez longtemps. Là, on essaie de voir par rapport à la pérennisation des dispositifs, des distributions alimentaires, c'est des mesures exceptionnelles qui doivent être prises, et les étudiants ne doivent pas s'habituer à ce genre de mesures. C'est une question de toute une restructuration du système social en fait, qu'on apporte aux étudiants, qui sont les travailleurs de demain, et qui se doivent d'avoir une meilleure qualité de vie pendant leurs études, pour réussir à prendre en main vraiment leur vie de professionnel. Ça va être une restructuration des bourses sur critères sociaux, chose qui est demandée depuis pas mal de temps quand même. Ça va être un accompagnement au niveau des aides sociales. On sait qu'on est en phase expérimentale aussi pour le RSA jeune, donc à voir ce que ça va donner. Et tout un accompagnement au niveau de la communication des différentes aides qui peuvent être mises en place. C'est-à-dire qu'en fait, tous les acteurs de la vie étudiante essayent de mettre en place des aides, que ce soit sur la santé mentale, des aides sociales, un accompagnement. Mais on a un vrai problème d'harmonisation de la communication entre les différents acteurs, et les étudiants se perdent sous l'information. Ça va être la région qui va mettre en place des dispositifs et qui communique sur sa plateforme, le Crous qui va mettre en place des dispositifs pareil sur sa plateforme, les associations étudiantes vont faire de même, les universités vont faire de même, et on ne va pas réussir à trouver vraiment l'information qui va nous permettre d'aller au-delà et de se saisir de ces dispositifs qui sont mis à disposition. Et pourtant, ces dispositifs sont de l'argent, ça coûte quand même beaucoup. Et le but, c'est de réussir à harmoniser, comme on disait tout à l'heure, de mutualiser les forces de l'ensemble des acteurs, des collectivités territoriales, les acteurs de la vie étudiante, pour mettre en avant et harmoniser un peu les plateformes de communication. Et je pense que ça pourrait déjà commencer à aider les étudiants et les faire se saisir de tout ce qui est mis en place par les collectivités. Patrick Martin, sur ce sujet de la précarité aujourd'hui et peut-être aussi de l'accompagnement à l'emploi, des divers accompagnements, quel est votre sentiment ? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait ? On a, Madame Borne n'est plus là, mais je crois savoir qu'elle partagerait mon point de vue. On a presque un contre-exemple actuellement à travers, disons les choses, l'échec du dispositif dit de transition collective, qui est une initiative du MEDEF. Donc je balaye devant ma porte en vous disant ça. Je m'explique. C'est un dispositif qui permet, je le rappelle, de transférer, en évitant de passer par la case chômage, donc en évitant des drames humains, des coûts et des perturbations, de transférer des personnels d'un secteur d'activité vers l'autre.
On a à travers cette situation du dispositif dit de transition collective la démonstration que si on n'est pas dans des logiques prioritairement territoriales et en définitive interprofessionnelles, parce qu'il va y avoir des effets de bord considérables d'un secteur d'activité à l'autre, on passe à côté du sujet. Et par ailleurs, on a la démonstration, je le redis, c'est un contre-exemple, que quand on multiplie à l'infini, et c'est le cas dans ce dispositif, le nombre d'intervenants, le nombre d'acteurs, on crée de la confusion. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez sur l'existence de toutes sortes de dispositifs qui sont intéressants, mais qu'on a beaucoup de mal à coordonner. Ce que je veux dire par là, c'est que plus on se rapprochera du terrain, plus on établira des partenariats pragmatiques, les moins institutionnels possibles entre les acteurs publics et les acteurs privés, les entreprises, mais pas que, plus on ira vers l'efficacité. Et pardon de m'éloigner un petit peu d'autres questions, s'agissant de précarité, je pense qu'on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Là aussi, je m'explique. Il y a dans le débat public, et permettez-moi de le dire, dans le débat politique, un angle mort que je trouve très préoccupant et un peu choquant d'ailleurs, qui est celui du coût économique et social de la nécessaire transition environnementale que l'on va devoir mener et qui prendra territoire par territoire une dimension parfois cruelle. Il y a beaucoup d'emplois qui vont être supprimés, beaucoup. Alors, en macro, on dit qu'il y en aura autant et peut-être plus qui seront créés, mais ils ne seront pas créés dans les mêmes territoires, ils ne seront pas créés dans les mêmes qualifications. Et si on n'a pas cette capillarité, pour commencer, cette compréhension des situations à la fois sectorielles et géographiques, et si on ne met pas en regard des dispositifs, mais surtout des acteurs qui collent au terrain, qui ont cette réactivité, cette compréhension des situations, je pense qu'on va au-devant de situations de précarité qui, je finis là-dessus, auront un effet paradoxal, dramatique, c'est-à-dire que les mêmes acteurs, nous tous, les citoyens, qui évidemment dorénavant sont tous convaincus qu'il faut résolument aller vers cette transition environnementale et le faire rapidement, les mêmes, parce qu'ils en seront dans leur chair et individuellement les victimes de cette transition, se cabreront et finiront par s'opposer à cette évolution. Je fais bien sûr référence aux gilets jaunes en disant ça. On a devant nous, si collectivement on n'assume pas cette responsabilité et si on ne prend pas les choses en main, on a devant nous un défi probablement cruel, notamment en termes de précarité. Jean Rottner, vous réagissiez justement sur le sujet de la précarité ? Oui, je pense que Patrick Martin a parfaitement raison. On est à l'aube de grandes transformations industrielles. Nous évoquions entre présidents de région, Carole le sait parfaitement parce que sa région a été touchée en termes de filière aéronautique. D'autres régions aujourd'hui sont à l'aube de grandes transformations en matière de filière automobile, par exemple, avec toute une chaîne de valeur qui va être profondément bouleversée et à laquelle il faut que nous arrivions à assurer non pas une transformation, mais une véritable conversion de l'économie vers d'autres horizons. C'est pas simple. Ça veut dire qu'il va y avoir des fractures. Ça veut dire qu'il y a des choses aussi qui se gèrent au niveau de notre pays et des choses qui se gèrent au niveau de l'Europe. L'occasion pour moi de saluer le ministre Roland Thaïs de Sarre qui est parmi nous aussi ce matin. Et c'est l'exemple même d'une collaboration qui, à l'échelle de ma région, doit se faire avec les régions voisines. Parce que l'économie automobile aujourd'hui, c'est une économie mondiale, mais avec des enjeux européens majeurs. Et donc là aussi, il faut qu'on ait cette ouverture et cette capacité parfois de voir beaucoup plus large qu'au niveau de notre pays. C'est important et c'est majeur parce que ces transformations concerneront principalement le continent européen, avec là aussi des distorsions de concurrence entre l'Est et l'Ouest, contre lesquelles il faut que nous arrivions à lutter et qui seront à l'origine de vraies fractures sociales. Et au-delà du phénomène étudiant qu'on a découvert peut-être tardivement dans la crise. Il y a d'autres facteurs dont on ne parle pas aujourd'hui, mais je pense que les maires et présidents de conseils départementaux présents ici comprendront largement mes propos, mais on a découvert aujourd'hui finalement la situation de nos EHPAD et de la difficulté de nos EHPAD avec une crise qui naissait, avec des gens qui y mouraient et très tardivement par rapport au début de l'épidémie. Ça aussi, ce sont des fractures qui se créent petit à petit. C'est des avenirs que nous devons arriver à créer. C'est des gens que nous devons former pour s'occuper finalement de nos anciens et de nos aînés dans les années qui viennent. C'est des pans entiers qui, si nous n'y consacrons pas une forme d'attention, eh bien aujourd'hui amèneront des fractures.
la conversion vers le durable et la transformation de l'énergie qui risque de laisser sur la touche un certain nombre de salariés, des personnes âgées, des jeunes, une situation de la prise en charge médicale et psychiatrique qui dans notre pays est vraiment plus que lamentable. On peut dire ce terme parce qu'elle n'a jamais été estimée à sa juste valeur et il y a nécessité aujourd'hui. Alors j'ai vu que le président de la République débutait un certain nombre d'annonces, mais c'est un véritable plan Marshall d'une solidarité psychiatrique qu'il faut engendrer dans ce pays dès le plus jeune âge, dès l'école maternelle pour un certain nombre de nos enfants. Si nous ne prenons pas garde aujourd'hui à cette transformation du paysage français, on va vers de véritables catastrophes et de véritables fractures. Et je pense qu'en termes de solidarité, comme acteur public, moi je me sens obligé d'intervenir et d'alerter là aussi sur ce sujet. François Baroin, sur ce sujet de la précarité et de la solidarité, les maires étant au contact direct, est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que les conséquences sont palpables aujourd'hui? Bien sûr, elles le sont un peu partout. C'est pas une question de taille de ville, c'est un peu une question peut-être de richesse locale, mais il y a une accélération et une amplification des tensions et des difficultés. Même si les mesures ont protégé ceux qui étaient dans l'emploi, il faut dire les choses. Le chômage partiel a quand même permis de protéger. Le président Martin a évoqué les PGE, tous ces dispositifs économiques. Je veux le dire également, qui sont une partie de l'héritage de la gestion de la crise financière. Le chômage partiel avait été l'un des modèles allemands qui avait été très mis en œuvre entre 2010 et 2012. La France l'avait relativement peu fait, l'avait un peu fait. Là, cette fois-ci, tout était prêt techniquement, juridiquement, et ce dispositif a été opérationnel. Il l'a protégé, donc il a garanti la protection des emplois. Mais ceux qui n'en avaient pas, ou ceux qui sont les allocataires des minima sociaux, ou ceux qui étaient déjà en très grande détresse, en plus de la difficulté de l'exigence psychologique de vivre dans un confinement où, d'ailleurs, le président Martin a évoqué un angle mort dans le débat sur développement durable, conséquences économiques et sociales, et donc il faut le mettre dans le débat pour que chacun prenne ses responsabilités et mesure bien les différents enjeux. C'est également la même chose sur le plan du développement du télétravail. Il n'y a rien de plus inéquitable que le télétravail, et on n'en parle pas beaucoup. Aller à son travail lorsque l'on vit modestement, mais que l'on travaille, que l'on prend les transports en commun, mais on est ensuite dans un bureau collectif. Et donc, toutes ces notions d'équité de traitement ne doivent pas être sacrifiées à l'aune de la précipitation de négociations collectives qui amèneront avec facilité soit à faire disparaître des emplois, augmenter la précarité, soit créer des conditions, soi-disant d'un monde moderne, mais qui n'est pas forcément plus humain, et donc c'est pas forcément un progrès. Et donc tout cela, mis bout à bout, ça fait partie également des grands sujets. Et pour répondre à votre question, cette précarité, c'est une réalité. Les maires sont en rendez-vous, évidemment, avec leurs centres municipaux d'action sociale du cadre général de l'accompagnement des plus fragiles. Ils le font en lien avec les départements. Et Jean Rottner évoquait la situation des EHPAD. Là aussi, tout comme sur la santé, on a un consensus avec les régions pour réfléchir sur une coprésidence entre les ARS et les régions. Il y a désormais un consensus autour de la formation professionnelle, l'emploi. On l'a vu, le MEDEF prend une position publique très forte aujourd'hui. Il l'a déjà prise par le passé, mais il le réaffirme aujourd'hui. Il y a un consensus pour transférer tout le médico-social au département. C'est des avancées de décentralisation, de liberté locale, d'exercice de responsabilité, où on sait que ce sera mieux fait. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci à vous.